Professeur Didier Raoult, pourquoi intitulez-vous cette émission Kill the Messenger? Écoutez, je trouve que l'IHU, qui a été créé par ce pays pour faire face à un déficit de capacité d'organisation dans les épidémies et qui a fait la preuve qu'il était entièrement fonctionnel, fait l'objet d'une série d'attaques, y compris d'attaques ad hominem contre moi, contre ma couleur de cheveux, ma longueur, celle de ma barbe. J'ai été attaqué, je vous montrerai toutes les attaques que j'ai pu subir par le Conseil de l'Ordre, la justice qui se multiplie sans arrêt, dont je vous donnerai quelques éléments, quelques discussions, et je veux bien faire comprendre aux uns et aux autres que quand on en est là, c'est qu'on a perdu. Quand on ne peut pas se battre contre la réalité scientifique parce qu'elle finit par s'imposer, c'est qu'on a perdu. Certains journalistes et certains hommes politiques pensent qu'on peut avoir une victoire purement virtuelle, mais pas quand on parle de médecine, parce que la médecine est factuelle. C'est pas un objet digital comme vous voudrez le croire, peut-être les GAFA. Non, c'est des humains. Après, on peut compter ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Et puis, ce que vous arrivez à imposer dans un pays, mais comme Goebbels a réussi à l'imposer en Allemagne, Goebbels disait ça, si vous répétez suffisamment, avec suffisamment de conviction, vous pouvez convaincre les gens qu'un carré est un cercle. Oui, mais en Allemagne, et pendant un temps donné, c'est de la propagande. Mais ça ne résiste pas au temps parce que on n'est pas les seuls. Il y a plein de pays qui utilisent l'hydroxychloroquine. Il y a plein de pays qui se fichent de nous, d'ailleurs, sur nos résultats thérapeutiques. Et que la presse peut dire ce qu'elle veut, la vie continue. Vous voyez ? Et par exemple, je vais vous donner les données qui sont les nôtres. Nous, il se trouve que cet institut a été amené, de par sa taille et de par sa stratégie, à être celui qui a la plus grande expérience de très très loin dans ce pays et en Europe. On a toutes les données, on a des millions de données. Les patients qui sont passés chez nous, qu'on analyse au fur et à mesure, et dont on relâche les données, on a 600 données par patient. Et il se trouve qu'ici, on a traité plus de 30 000 personnes. Donc, je ne sais pas si vous multipliez ça par 600, si vous vous rendez compte du nombre de données que l'on a. Donc on n'a pas fait une étude avec 4 renseignements de données tripotés dans une officine de l'industrie pharmaceutique. C'est des vraies données avec des vrais malades. Et d'ailleurs, vous savez, les gens qui sont ailleurs pensent ce qu'ils veulent. Si vous voyez ce que les gens à Marseille pensent de l'IHU, je vous assure que les gens savent très bien ce qui s'est passé. Donc, il y a une première chose, c'est que le nombre de données qu'on met une fois par semaine est considérable. C'est bien, moi je suis content que les gens se soient rendus compte maintenant qu'il fallait faire des génotypes pour savoir ce qui se passait, parce que c'était pas la même maladie, mais plusieurs épidémies. Nous, on en a fait à peu près 15 000. L'idée, c'est d'arriver à en faire entre 30 et 40 000 pour pouvoir avoir au moins 80% de tous les génotypes depuis le début des gens qui sont passés par ici. On est passé 40 000 en tout, de manière à essayer de comprendre tous ces cycles. Comme les gens étaient inquiets par les risques d'arythmie, c'est-à-dire de troubles cardiaques par l'hydroxychloroquine, on a fait vérifier 26 000 électrocardiogrammes par un professeur de cardiologie spécialisé là-dedans pour apprendre finalement il y a 15 jours que dans le site de l'OMS, il était montré que le médicament qui donnait les arythmies, c'est le remdesivir. 73% de plus de troubles du rythme avec le remdesivir que avec l'hydroxychloroquine. Ça ne fait pas le tour de la grande presse parce que ça va contre tout ce que les gens disaient, mais qui allait de soi. Un médicament qui est prescrit à des milliards de personnes depuis 70 ans, s'il donnait un trouble de rythme, on le saurait. Tandis qu'un médicament qui n'a jamais été prescrit sur cette échelle, il est impossible de savoir à l'avance s'il a des troubles du rythme. Donc c'est celui-là qu'il fallait surveiller. D'avoir choisi un médicament dont on ne connaissait pas les risques, dont on ne connaissait pas les conséquences quand on le donne par perfusion, parce que les perfusions ont toujours des conséquences de thrombose, d'infection, alors que vous donnez des comprimés. Donc, alors que l'on ne connaissait pas ces éléments, plus les affectations sur le rein, les conséquences à moyen long terme, c'est-à-dire que si vous prenez un risque pour un bénéfice espéré, c'est une chose, mais quand vous savez, avec l'hydroxychloroquine, qu'il n'y a aucun risque, la nature n'était pas la même. D'avoir réussi à faire croire que l'hydroxychloroquine était un médicament risqué, c'est un des tours de prestidigitation les plus extraordinaires que j'ai vus de ma vie.
Mais avant que les gens reconnaissent que c'était un tour de pré-législation, bien entendu, il va falloir un peu de temps. Or, nous, on a traité maintenant, exactement à ce jour, 16 900, à peu près 17 000 personnes qui ont pu être évaluées avec hydroxychloroquine azithromycine, c'est-à-dire un traitement de plus de 3 jours, c'est ce qui permet d'évaluer les infections respiratoires. Et on a une mortalité incluant hospitalisés, non hospitalisés, passés par les réanimations, pas passés par les réanimations, de 0,8%. Aucun n'est mort d'un accident cardiaque. Donc c'est pas vrai, c'est une fantaisie, cette histoire. C'est pas vrai. On savait déjà que c'était pas vrai. Mais on confirme que c'est un énorme mensonge. C'est pas vrai. D'accord ? Donc il y a quand même là un problème. Et si ce que nous disons est vrai, c'est-à-dire que nous, ce que nous observons, et ce qu'observent beaucoup de gens par ailleurs, et de plus en plus dans le monde, et ne croyez pas que ça va s'arrêter, il ne suffira pas qu'il y ait 4 télévisions et 5 plateaux de télévision excités pour arrêter la marche du monde. Ça sort de partout à la fois. Donc, quand on le donne précocement, on divise par 4 la mortalité, c'est ce que l'on a, nous, ce qu'a publié Mathieu Millon sur 10 000 personnes, c'est sur notre site. Jean-Christophe Lagier a publié sur plus de 2000 personnes, les personnes qui étaient hospitalisées, c'est-à-dire qui étaient graves, qu'il y avait une réduction de 30% de la mortalité par rapport à ceux qui ne le prenaient pas, d'accord, parce qu'il y a des gens qui ne le prenaient pas parce que le médecin n'était pas convaincu, ou parce que le malade ne voulait pas, et donc on avait un groupe contrôle naturel, on avait, une fois qu'on a ajusté ça par l'âge, et donc la mortalité chez nous, les gens qui sont morts et que l'on a pris en charge, leur mortalité, leur âge moyen de mortalité, c'est 81 ans. C'est-à-dire ces gens qui sont plus vieux que l'espérance de vie. Donc on ne peut pas imaginer que cette maladie ait diminué l'espérance de vie, elle était au-delà de l'espérance de vie. Donc si tout le monde avait été soigné comme chez nous, l'espérance de vie aurait augmenté. C'est pas possible. Bien alors, c'est plus de l'arithmétique, c'est juste de l'arithmétique, ça. Donc, bien sûr, il y en a quelques-uns qui avaient des pathologies associées, qui sont morts plus jeunes, mais comme il y en a qui sont morts à 93, 94, 100 ans, eh bien sûr, ça a compensé. La moyenne est à 81 ans. 81 ans, c'est plus que l'espérance de vie en France, enfin. Donc, si on s'occupe des malades, qu'on fait tout ce qui a fini par être repris quand même, parce que je vais montrer ce document, tous les éléments que nous avons mis en place ont fini tous par être repris par l'État, après qu'on ait dit que c'était fou, qu'il ne fallait pas faire ça. Après, on leur a donné des antibiotiques, on les a testés systématiquement, alors qu'on disait qu'il ne fallait pas les tester. On a maintenant un mail d'Elfrécy qui écrit à Fauci qu'en France, on n'a pas les moyens de tester les gens. Je ne sais pas à qui il a demandé si on pouvait tester les gens. Mais là, on voit bien qu'il dit toute la politique a été prise parce qu'on ne pouvait pas tester les gens. C'était pas vrai, on pouvait tester les gens. La preuve, c'est qu'on l'a fait. Après, sur la chloroquine qui a semé un truc qui est tellement extraordinaire que j'ai décidé d'en écrire un livre sur la guerre de la chloroquine, comment ça a rendu tout le monde fou. J'ai été menacé de mort, enfin, j'en reparlerai. J'ai été insulté sur tous les plateaux de télévision sans que j'ai entendu les gens qui sont censés défendre la recherche, la ministre de la recherche qui ne m'a jamais aidé, qui n'a jamais dit un mot pour défendre la recherche, le président de l'INSERM qui m'agresse, le président du CNRS qui m'agresse. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel on est en train de détruire les chercheurs les plus connus au monde? Et vous êtes fous, quoi. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Vous regardez PubMed, vous regardez Maciliensis, Thibonensis, c'est le nom de bactéries que j'ai donné. J'ai baptisé 700 bactéries dans ma vie, personne n'a fait ça au monde, depuis qu'on connaît les bactéries. Et c'est très facile à vérifier. Qui croyez-vous qui appelle les bactéries Maciliensis et Thibonensis? Ah bon, moi. Tout ça, c'est facile à voir. Donc, on ne peut pas se permettre, dans une situation comme ça, de se fâcher ou d'essayer de détruire les gens qui ont le plus d'expérience dans ce domaine-là. Vous êtes fous. Ensuite, quand on a quand j'ai dit, écoutez, le 16 mars, il faut diagnostiquer et traiter, pendant ce temps, au ministère de la Santé, on disait, non, restez chez vous, ne voyez pas de médecin, prenez la chloroquine. Alors, il a fallu un peu de temps pour qu'à la fin, en mai 2020, on finisse par dire, non, il faut que les médecins aillent voir les malades. Il faut que les traiter comme des malades. Depuis quand on dit aux médecins de ne pas aller voir les malades? Enfin, depuis l'Antiquité grecque, on va voir les malades. Enfin, oui, c'est cette histoire. On ne va pas inventer qu'on ne va pas voir les malades maintenant pour soigner les malades. Qu'est-ce que c'est cette histoire de panique, là?
Ensuite, les anticoagulants, on était les premiers à mettre les anticoagulants, on continue à penser ça, on continue à penser qu'on arrive à éviter une embolie pulmonaire par semaine. Ensuite, on a décrit l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire le fait que les gens, contrairement à ce qui était recommandé au niveau du ministère, c'est-à-dire d'aller consulter quand on était essoufflé, on ne se rendait pas compte qu'on n'avait plus d'oxygène et que donc il fallait le mesurer. On l'a écrit ça à partir de juin 2020, et après on a recommandé l'achat dans les pharmacies de la capacité à mesurer soi-même son hypoxie avec l'oxymètre de pouls. Et ensuite, on a commencé à discuter, des variants à partir du mois d'août. Pendant ce temps, tout le monde se foutait de nous en disant qu'il n'y avait pas de variant. Et les Français n'ont jamais compris que le plus grand variant, le premier, il avait eu lieu en France. Et ils ont commencé à parler de variant quand c'est les Anglais qui ont dit qu'il y avait un variant. C'est-à-dire que le déni de tout ce qui a été trouvé dans ce pays est quelque chose qui a été absolument spectaculaire. Qui est un truc qui est de la remise en cause même de la connaissance, qui est quelque chose qui est extrêmement grave. Et bien entendu, je n'imagine pas que, compte tenu de la manière dont les gens s'avancent, c'est que plus on aura raison, plus on va être ennuyé, parce que de reconnaître qu'on s'est trompé, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. Et quand se tromper, s'il se confirme, les chiffres que nous avons, ça signifie qu'il y a eu 25% de morts en trop, c'est une drôle d'erreur. Hein. Donc, ça ne va pas s'arrêter. On ne va pas arrêter de nous empoisonner. Hein. Ne faites pas d'illusions, on est parti pour un moment, parce que ce que je dis, si on finit par être d'accord, c'est que si on avait fait ce que je conseillais et aux conseillers scientifiques, et aux conseils scientifiques et à tous les autres, de rapidement au moins essayer d'avoir au moins un essai comme le nôtre, hydroxychloroquine plus azithromycine, depuis quasiment 1 an et demi. Bien, plutôt que de jaser en disant que ça ne marche pas et que moi je continue à dire que ça marche, ils n'avaient qu'à essayer. Les gens qui ont essayé, là, dans les réanimations, dans le New Jersey, ils sont arrivés à des résultats comparables aux nôtres. Donc il suffisait d'essayer. Nous, quand on déposait des demandes d'autorisation pour faire ce traitement, on nous les a rejetées, on nous les a fait rejeter par des gens qui étaient médecins généralistes et qui nous disaient qu'on ne savait pas faire de la recherche. Enfin, c'est à la limite de l'insulte, c'est gênant. Où en est-on maintenant de l'épidémie ? Pour l'instant, l'épidémie est comme ça, c'est-à-dire que le nombre de cas diminue. Vous voyez, c'est assez bas maintenant. Là, on a eu 133 la semaine prochaine, on a moins d'une dizaine par jour. On a à peu près 20% dans ceux-là qui sont des vaccinés. On ne sait pas trop quelle est la proportion qui va augmenter. Puis on va voir le nombre de variants anglais diminue de manière spectaculaire. On a quelques variants indiens qui montent. Actuellement, on va voir ce que ça donne. Et si vous comparez l'épidémie à celle que nous avions l'année dernière, vous voyez que de manière saisonnière, c'est de la même manière, mais le nombre de cas diminue là, à la fin du printemps. Au début de l'été, on voit que ça suit le même cycle saisonnier. Après, ce que ça va devenir, moi je vous montrais ça, vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est, mais c'est les données qu'on a de mortalité sur tous les pays du monde. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui vous explique qu'il pouvait faire un modèle à partir de ça, vous pouvez lui dire que c'est un escroc. Ouais. Personne ne pouvait deviner pourquoi ça allait se passer comme ça ici. Il y a des choses qui sont à deux dos, il y en a qui en ont qu'une. Il y a une chose qu'on comprend, c'est que les îles qui se sont fermées n'ont eu qu'un pic. Donc c'est pas la maladie qui rebondit, c'est le fait qu'il y ait une deuxième épidémie avec des variants qui viennent de l'extérieur. Et d'où viennent ces variants ? Maintenant on le sait, ces variants viennent de sources animales. De quelle source animale ? Essentiellement de une famille qu'on appelle les mustélidés, dans laquelle il y a les visons. Donc alors, il y a une source énorme avec les visons, mais avec aussi les mustélidés sauvages, les blaireaux, les civettes. C'est ce qu'on avait déjà vu avec la première épidémie de SARS, qui était passée des chauves-souris aux civettes et à l'homme. Et donc ça veut dire que très souvent, ces nouveaux variants risquent de partir d'endroits dans lesquels il y a des élevages d'animaux sensibles, et ce groupe des mustélidés a beaucoup plus de sensibilité à ces virus. Et donc, très souvent, ces virus ARN passent. Alors, le plus grand réservoir de virus ARN, c'est les chauves-souris. Hein, dans une grotte de chauves-souris, on peut avoir plusieurs millions de chauves-souris qui se frottent les unes les autres, et donc là, la transmissibilité des virus est absolument hallucinante. Donc, vous avez des réservoirs de virus absolument colossaux. Et de temps en temps, il y a des mustélidés qui sont des carnivores, qui mangent une chauve-souris,
qui attrapent le virus, ou les chauves-souris urinent dans les endroits dans lesquels pèsent les mustélidés, ils les attrapent, et puis par chance il y a un mustélidé qui est sensible, et ce mustélidé a une capacité à transmettre les choses à l'homme assez facilement. Pour fixer les idées, le furet, qui est un mustélidé, c'est l'animal expérimental qui a été le plus utilisé pour toutes les infections respiratoires humaines à virus ARN. Donc ça vous explique que le furet peut vous le transmettre, que entre le furet et nous, la communication des virus est extrêmement importante, comme avec tous les mustélidés. Voilà. Donc il faut surveiller, probablement fermer tous les élevages de visons actuellement, pour, je ne sais pas, faire de la sérosynthétique, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ces élevages intensifs de visons représentent un danger incontestablement pour l'humanité. Il faudra bien prendre une solution là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est la situation évolutive. La situation sur le plan de la thérapeutique, elle est là. Vous voyez, là, on a refait un point récent jusqu'au 14 juin. Vous voyez que les patients qui ont été traités ici, ça a été 23 000 patients. 22 000 ont pu être traités. Et vous voyez que le taux de mortalité chez les gens qui ont été traités avec la bithérapie est de 0,77 contre les patients qui n'ont pas pu être traités, qui est de 4,12. Donc on a 5 fois moins de patients qui sont morts parmi ceux qui avaient un traitement que parmi ceux qui n'avaient pas de traitement. Et quand on fait des scores de propension, c'est-à-dire qu'on fait des assemblages avec l'âge et le sexe, on continue à avoir une différence qui est significative. Donc, si vous voulez, sauf à nous dire, écoutez, voilà, moi j'ai traité autant de malades que vous sur 22 000, et donc l'hydroxychloroquine, tu es 3 fois plus, je ne crois rien du tout, parce que moi, je ne sais pas les travaux des autres que j'examine, c'est les gens qui sont passés ici, on les a regardés, et comme les morts, on ne les cache pas, c'est les morts de l'INSEE, on ne cache pas, hein. Tout le monde peut les vérifier, toutes les données qu'on a sont sur un site qui sera accessible à tout, on partage tout, parce qu'on n'a rien caché. Donc, c'est l'élément majeur. Donc, si vous avez les éléments que l'on a eus, vous voyez qu'on a eu des gens qui sont positifs, ne sont pas tous venus se faire soigner en hôpital de jour, il y en a qui étaient hospitalisés, et puis à l'intérieur, il y avait des gens qui ne voulaient pas, il y a des médecins qui ne voulaient pas utiliser ce traitement, il y a des malades qui ne voulaient pas le recevoir, il y en a d'autres qui étaient contre-indiqués, donc il n'y a pas 100% des gens qui ont été traités. C'est bien, ça nous fait des contrôles pour voir si ça se passait mieux quand les gens le prenaient ou quand ils ne le prenaient pas, si on est juste avec l'âge. Et donc ici, vous avez le résultat sur les 16 977 personnes qui ont été traitées à ce jour, il y en a 0,8% qui sont morts, y compris ceux qui sont passés par l'hôpital, par la réanimation, etc. Voilà, donc ça c'est la situation qu'on a. Cette situation, elle est renforcée actuellement par un dernier papier qui est en préprint. Donc je vous ai dit, moi, ce que nous avions sur la mortalité chez les patients d'hôpital de jour, chez les patients hospitalisés, ça c'est la mortalité en réanimation, vous voyez, qui est dans le New Jersey. Et ce qu'ils trouvent, c'est que si on donne les bonnes doses, parce que c'est un problème qu'il y a dans la littérature, c'est que, y compris chez les gens qui ont fait des études en France ou en Angleterre, c'est qu'ils donnaient n'importe quoi comme traitement. Donc là, ils ont donné des traitements qui sont comparables aux nôtres, ils ont ajusté la concentration des antibiotiques en faisant des dosages, comme nous on a fait. Hein. On a fait plusieurs milliers de dosages avant de stabiliser les trucs, et j'étais parti sur mon expérience sur plus de 4000 malades de dosage de l'hydroxychloroquine. Donc on savait combien donner. Donc on avait des doses qui étaient efficaces. Si on utilise des doses efficaces, eh bien, eux, ils multiplient par 3 la chance de survie chez les malades qui sont gravissimes, où il y a une mortalité de 72%. Donc que ce soit très tôt, au milieu ou très tard, dans toutes les études qui sont sérieuses et qui sont faites chez les gens dont on a fait le diagnostic pour de bon, pas, parce qu'il y a des travaux qui sont publiés dans Lancet par Solidarité, Recovery, ce qui est censé être les travaux de référence, où il y a des gens qui n'ont même pas eu de test diagnostic qui sont inclus. On ne sait même pas ce qu'ils ont. Il y en a, on sait qu'ils n'avaient même pas. Chez les Anglais, il y a 10% des gens qui avaient des tests négatifs. Et ils sont inclus dans l'analyse. C'est de la médecine. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas qui c'est qui a appris la médecine à ces gens-là. Un diagnostic en maladie infectieuse, il faut qu'il y ait un test de maladie infectieuse. Sinon, c'est pas ça. On ne sait pas ce que c'est.
On ne fait pas le diagnostic d'une maladie infectieuse en disant « je pense que c'est ça ». C'est ça au 19e siècle, c'est pas vrai. Donc c'est inouï ce qui s'est passé dans les essais. Là, ça défie l'entendement, c'est-à-dire de faire de la méthode, si vous voulez, sur des malades qui ne sont pas des malades de la maladie, si vous voulez, ça a été un délire qui était... Enfin, moi, je ne pensais pas que je verrais ça un jour, je pensais que ce n'était pas possible. Enfin, toujours est-il que nous, on continue à s'intéresser, bien sûr, au génotypage, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça, c'est la proportion des gens. Au début, on s'est surtout, nous, beaucoup préoccupés, si vous voulez, du génotypage à partir du moment où on a vu que ça repartait en juin, juillet, parce que je ne croyais pas à cette histoire de rebond. Je pensais que c'était un variant, et donc c'est ce qu'on a trouvé. À l'époque, vous vous rappelez, personne ne croyait que c'était un variant. C'est des bêtises, pour ça Raoul dit encore une bêtise. Et les gens ont entendu parler du mot variant à partir du moment où les Anglais ont dit que c'était un variant. Voyez, quand on dit que personne n'est prophète dans son pays, mais enfin on était premier au monde. Ça a été refusé, ça, dans tous les journaux dans lesquels on l'envoyait. On a fini par l'envoyer parce que les gens ne voulaient pas accepter qu'il y avait des variants. Ça a été refusé dans Nature, ça a été refusé dans 3 journaux, le truc, puis après on l'a mis, de toute manière, on l'a mis online. Donc on a été les premiers à décrire qu'il y avait des variants. Et ces variants, il y en a eu 2 successifs, un à Marseille, un en Mayenne, qui était juste à côté du foyer de Vison d'Eure-et-Loir. Très rapidement, moi, j'ai prévenu les autorités que je pensais que c'était les Visons. Je me demandais si c'était les Visons du Danemark, parce que je ne savais pas qu'il y avait des Visons en Eure-et-Loir. Et comme ce conseil scientifique qui manquait de tous les gens qui avaient des notions scientifiques n'avaient pas un seul vétérinaire, bien sûr, personne ne savait, dans ce conseil scientifique, qu'il y avait des élevages de Visons. Alors, moi j'ai un vétérinaire ici, tout le monde qui travaille sur maladie infectieuse a un vétérinaire avec lui pour travailler avec parce que les sources animales, les zoonoses. Voilà, c'était pas nécessaire parce qu'il savait, à force de travailler sur le sida, il savait ce qui arrivait chez les animaux. Mais enfin, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on travaille. On ne travaille pas avec juste des gens qui font des prophéties et puis des gens qui ont travaillé sur les essais du sida. Enfin, on peut pas faire face à une épidémie comme ça, c'est pas vrai. Et puis donc ce qu'on a vu, un premier variant qui était ici, qui a disparu, qui venait vraiment par bateau du Maghreb, et puis le deuxième variant qui est apparu ici en même temps qu'en Occitanie, et ensuite il est apparu au Danemark. C'est ça qui nous a mis d'ailleurs la puce à l'oreille, parce qu'il y avait une énorme épidémie chez les visons au Danemark, où ils ont abattu 17 millions de visons. Et donc ensuite, on a pensé que ça pouvait venir, et là on a appris qu'il y avait un vison en Eure-et-Loir, et il m'a fallu 3 mois et demi pour avoir le résultat de la séquence qui avait commencé à être faite le 15 novembre, parce que j'étais sûr que c'était celle-là, on me l'a cachée pendant 3 mois et demi. Voilà. Donc j'ai fini par la voir, quand j'avais, toc, elle tombait en plein milieu du 4. Et donc vous voyez, ce qui s'est passé, nous, avec tout ce qu'on a séquencé ici en France, vous voyez, le plus gros, là, l'énorme, c'est le 4, donc on me disait que c'était pas un variant, c'est vrai, quand même, qui vient des visons. C'est celui-là dont on a nié l'existence pendant, je sais pas, c'est bon, même maintenant, je pense qu'il y a encore des gens qui disent non, c'est pas un variant, c'est un virus standard. Je sais pas si vous voyez, ça c'est un arbre phylogénique, c'est pas moi qui ai fait les arbres, hein, c'est la machine qui l'a fait. Ouais. Ça c'est le variant anglais, et ça c'est le variant 4. C'est monstrueux ce que ça a donné. Si vous voyez ce que c'est bien, ça si on reprend sur JZ, c'est-à-dire là où sont tout déposés, tous les trucs, vous voulez que c'est made in France, c'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on n'aura rien fait dans cette épidémie, on a fait quelque chose, on a fait le virus qui a été le plus épidémique de toute l'Europe, probablement grâce à nos visons. Et toutes les lignes, là, la ligne en haut, là, c'est la France. Hein, c'est nous. Et c'est probablement celui qui a été le plus meurtrier de toutes les épidémies de Covid que nous ayons. Hein, le plus meurtrier avec le Wuhan et plus meurtrier avec le Yucca. Donc, voilà, tout ça, c'est qu'il faut travailler, il faut succéder, il faut faire les choses avec le risque, c'est que si vous travaillez, si vous expliquez ce que vous avez fait, il y a une vieille locution grecque et latine, c'est qu'il faut tuer le porteur de mauvaises nouvelles, que les Anglais traduisent par « kill the messenger », tuer le messager. Et donc, quand même, il y a une espèce d'acharnement sur nous qui fournissons les seules données exploitables que l'on ait dans ce pays, les seules données qui sont maintenant utilisées par le ministère de la Santé pour soigner les gens. On a eu
harcèlement qui, même moi, me surprend. Je sais que c'est difficile de me surprendre. Donc, la première fois que j'ai parlé de ce qui se passait en Chine, j'ai été accusé de propagation de fake news, censuré sur Facebook par Le Monde, le ministère. Ensuite, j'ai été menacé de mort par le professeur de maladies infectieuses qui touchait le plus d'argent de tous de Gilead, enfin de l'industrie pharmaceutique, qui a été condamné à une amende et dommages et intérêts. Ensuite, j'ai eu des diffamations multiples sur tous les plateaux de télévision. Donc j'ai porté plainte contre Jean-Paul Stahl et Karine Lacombe, qui étaient parmi les plus insultants, y compris Karine Lacombe, qui a prétendu que j'avais plusieurs plaintes qui étaient déposées contre moi pour faux témoignages. C'est vraiment... Ensuite, il y a une plainte ici auprès du procureur de la République par un monsieur Ibaz Athènes, qui est quelqu'un qui est un freelance pour l'industrie pharmaceutique, qui a été classé sans suite. Et bien sûr, j'ai porté plainte contre lui. Je suis embêté par une plainte auprès du procureur de la République à Marseille. Ensuite, j'ai eu un signalement au Conseil de l'Ordre au printemps 2020 pour me demander de cesser de m'exprimer sur la science que je pratiquais. Je leur ai dit que la liberté d'expression des universitaires dans ce pays est libre depuis le Moyen-Âge, qui a été supprimée juste pendant la Révolution française, et qu'elle est protégée par la Constitution et par la Cour de justice européenne. Donc, si les gens veulent m'empêcher de m'exprimer, ça ira très très loin, mais ils seront condamnés. Parce qu'il y a déjà un arrêté, que j'ai montré d'ailleurs, déjà, de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas empêcher, on a une liberté de parole en général, et plus particulièrement quand on est un universitaire, on a non seulement le droit de s'exprimer, mais le Conseil constitutionnel explique que nous avons le devoir d'exprimer ce que nous savons, parce que nous sommes payés pour générer du savoir, et donc nous devons le diffuser. D'accord ? Donc si on m'empêchait de diffuser mon savoir, on contreviendrait à la règle même de mon emploi, qui est de générer du savoir et de le communiquer. D'accord ? Donc, bien sûr, il n'est pas question que je me laisse faire, je ne me laisserai pas faire. Ensuite, la dénonciation pour faux témoignage auprès de l'Assemblée nationale de M. Martin Hirsch, qui a quand même écrit à l'Assemblée nationale pour dire que j'avais fait un faux témoignage, parce qu'il ne connaissait même pas les chiffres de son propre hôpital. Et quand on lui a mis les chiffres à l'Assemblée nationale de son propre hôpital que j'avais communiqué quand j'ai entendu ça, il ne savait plus quoi dire, parce que les chiffres, bien entendu, vous n'imaginez pas, moi je ne suis pas un homme de télévision, je suis un homme de chiffres, je suis un scientifique. Ce que je dis est basé sur des données pour lesquelles j'ai des documents et de la réalité. Et donc, M. Hirsch ne savait pas combien de gens mouraient dans son hôpital. Mais il se trouve que j'avais un document interne de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille que j'ai transmis, et dans lequel il a bégayé en disant « Non, mais c'était au début, mais c'était pas à la fin. » Et donc, il s'est vite calmé. Parce que vous pouvez raconter des bêtises à la télévision, mais il faut faire attention. Quand vous prenez des décisions de cet ordre-là, c'est très grave d'accuser quelqu'un de faux témoignage devant l'Assemblée nationale. Dites, moi j'avais prêté serment, je suis un homme raisonnable qui sait quand il prête serment, puis je ne vois pas pourquoi je mentirais dans une institution de cette nature que je respecte, je suis un républicain. C'est honteux de dire choses. Alors, ça a été classé à Paris, mais qu'il ne croit pas que j'ai arrêté, je continue ma poursuite à titre privé. J'espère que ça sera délocalisé, parce que je redoute que M. Hirsch ait trop d'amis à Paris. Donc j'essaierai que ce soit délocalisé dans une autre ville, pour qu'avec objectivité, on regarde, est-ce que M. Hirsch a le droit d'écrire à l'Assemblée nationale que j'ai fait un faux témoignage, et est-ce que ça, on ne peut pas le poursuivre pour démonstration calomnieuse. Ça veut dire que tout le monde peut dire n'importe quoi devant les plus hautes instances de la République, et c'est honteux. Parce qu'on est M. Hirsch, on a le droit de dire ça aux gens. C'est inimaginable. Ensuite, j'ai subi un assaut absolument inouï sur papier de Mme Bic et de M. Harbour, avec toute une série d'insultes, parce qu'il y a 40 papiers sur lesquels ils ont mis que notre travail était un travail néocolonialiste. Nous qui avons
reçu et formé 1000 étudiants qui viennent du Sud. Et on a quoi? Le directeur de l'INSERM et du CNRS qui disent « Attendez, c'est un débat scientifique légitime, vous ne devriez pas attaquer ces gens pour diffamation. » Mais attendez, ça c'est pas de la diffamation, c'est quoi? Alors on a le droit d'insulter les gens en disant « Je suis une scientifique, je vous insulte parce que vous êtes un scientifique. » Mais est-ce que tout le monde est devenu fou ou c'est moi qui suis fou? Les gens sont dingues. Quoi? Il n'a pas autre chose à faire Alors il y a des gens qui ont beaucoup d'entrées, beaucoup de réseaux. Moi, je n'ai pas de réseau parce que je suis ici, que je travaille. Donc, je travaille, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas le temps. Donc, mais les gens qui passent leur vie à Paris, aller voir les uns, les autres, les rédacteurs, les journaux, les machins et tout, en disant « Regardez, je suis une pauvre victime, regardez, je suis une pauvre victime », ils disent ça à des gens qui lisent rien, qui ne savent pas de quoi ils parlent, et qui finissent par signer des pétitions ou des trucs en disant « Attendez, laissons donc faire son métier à chacun. Quand on insulte les gens et qu'on les diffame et qu'on les harcèle, ça devient le rôle de la justice. Moi, je ne vais pas me disputer avec quelqu'un qui explique que je suis un menteur, un voleur, un tricheur. Attendez, mais j'ai autre chose à faire. Au bout d'un moment, quand on dépasse les bornes, si c'est une fois qui passe, on reçoit tellement, je ne fais même pas attention. Mais quand ça dépasse les bornes, ça devient de l'ordre de la justice. Et quand on veut faire Zorro, il faut avoir un minimum de crédibilité. On ne peut pas faire Zorro si on raconte n'importe quoi. Donc, Madame Bic raconte n'importe quoi. Ce qu'elle raconte n'a pas de sens. C'est de la haine personnelle. Eh bien, écoutez, ça se traduit, ça, par une attaque en justice, et ça ne peut pas se régler autrement. Moi, ça m'amuse beaucoup, parce qu'au CNRS, si vous voulez, et j'ai eu un petit pincement au cœur. Au CNRS, il y avait la directrice intérimaire du CNRS et la directrice des sciences de la vie qui ont été attaquées très très violemment par Pub Peer il y a quelques années. L'une a été tout de suite ostracisée, enlevée de ses fonctions. Elle a fait une dépression, je crois qu'elle a extrêmement mal vécu. L'autre a remis son dossier à son université qui a considéré qu'il n'y avait rien dans son dossier qui... et dans les accusations portées contre elle par Pub Peer qui entraînaient des changements dans les résultats et son interprétation, et que donc il n'y avait pas de fraude. Très bien. Moi, comme cette directrice adjointe, à cette époque-là, elle était particulièrement hostile, je ne la plaignais pas. Voilà. Donc vous voyez, on peut être bête à des moments. On peut perdre sa lucidité quand les gens vous ennuient, quand ils vous embêtent. On peut se réjouir de leur malheur, même quand ces malheurs sont idiots. D'accord? Je le regrette profondément. Je lui fais mes excuses. Je n'ai jamais exprimé ça publiquement, mais je lui fais mes excuses parce que tant qu'on est à une situation on ne la vit pas exactement comme quand on la voit chez les autres. Mais à l'époque, le directeur du CNRS avait fait une déclaration, la main sur le cœur, en disant que les gens de Pire étaient des voyous et que dénoncer de manière anonyme, c'était les corbeaux qui font ça. Mais là, maintenant, comme c'est moi, ils changent d'avis, ils trouvent que c'est très bien qu'on ait des dénonciations anonymes sans même savoir de quoi on parle. Donc ces gens ne sont pas fiables, ces gens n'ont pas d'âme. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais c'est un problème, si vous voulez, de changer d'avis, comme ça, en disant, écoutez, maintenant, il y a une boîte à lettres où vous pouvez mettre des messages anonymes insultant les gens que personne ne vérifie, et c'est très bien, alors qu'on disait 2 ans avant, écoutez, c'est scandaleux. Donc il faut avoir un peu de consistance. Maintenant, après, Madame Karine Lacombe, sous mot voilé, et puis Monsieur Garcia, que je ne connais pas, nous ont dit qu'on avait un cluster à l'IHU et qu'on avait des pressions intervaccinales. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est des bêtises, je ne sais pas de quoi il s'agit. Le cas qu'on a eu, c'est qu'ils sont strictement parallèles, je l'ai montré, à la pression de l'environnement. C'est-à-dire que quand on reçoit 2000 personnes positives par jour, il y a plus de cas que quand on reçoit 100. C'est exactement parallèle, c'est des risques relatifs, on essaie de se protéger. On n'a relativement pas trop de cas, on a autour de 30% d'infections nosocomiales dans le personnel de soins. On n'a pas du tout dans le personnel technique, on n'en a pas chez les étudiants, donc c'est pas dans les amphithéâtres qu'ils attrapent ça, et ceux qui en ont le plus avec le personnel de soins, c'est le personnel administratif à la réception. C'est ceux qui sont les plus exposés, et c'est entre 20 et 30% des gens qui ont comme plutôt moins que ce qu'on voit dans tous les gens qui ont reçu, beaucoup de gens qui ont des Covid, donc tout ça, c'est encore une fois juste de la malveillance.
Quant à la dernière perquisition, elle a été suggérée par une attaque de l'IRD il y a quelques années. Moi, je veux dire une chose, il faut faire attention dans ce pays aussi aménager l'honneur de notre pays. Yolande Obadia, qui est la présidente de cette fondation, est une femme qui travaille ici bénévolement depuis 11 ans. Depuis 11 ans, elle ne demande pas un sou pour nous aider, pour nous organiser. Il y a une quantité de choses qu'elle sait faire que je ne sais pas faire, parce qu'elle est plus diplomate, parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes perceptions des choses. C'est une association sans laquelle notre fondation n'aurait pas pu devenir ce qu'elle est. C'est quelqu'un pour qui j'ai un très profond respect, qui ne se met pas en avant, et cette fondation ne pourrait pas être ce qu'elle est si elle n'avait pas été là. Et c'est inouï de ne pas récompenser cette femme au niveau où elle devrait l'être. Si parmi tous ces gens qui ont eu la Légion d'honneur parce qu'ils ont prescrit les médicaments pour Gilead, à la place on avait mis Madame Yolande Obadia pour lui donner la Légion d'honneur, on aurait fait quelque chose de raisonnable. Parce que des gens de cette nature qui passent une partie importante de leur vie de manière entièrement bénévole, sans frais de fonction, à s'occuper de l'intérêt général et à résister aux désagréments auxquels elle est soumise pour pouvoir rendre service à son pays, de temps en temps, ce pays n'est pas sérieux. Il faut lui rendre hommage et il faut respecter ce qu'elle fait parce qu'elle nous aide infiniment. Et elle va continuer, j'espère de tout mon cœur, à nous aider parce qu'on n'aurait jamais pu prendre en charge tous ces malades si elle ne nous avait pas organisé tout le rappel des malades. Je vous rappelle qu'on avait des milliers de gens positifs et qu'il fallait les rappeler pour leur donner des rendez-vous, pour leur proposer des traités. Ça, c'est Yolande qui organisait ça avec 200 personnes bénévoles. Et maintenant, nous sommes face à une autre montagne dont il va bien falloir s'occuper, qui est maintenant notre prochain devoir, qui est de s'occuper des post-Covid. On estime qu'il y a entre 10 et 20% de gens qui ont besoin d'exploration avec des Covid, avec des atteintes cérébrales, avec des atteintes aortiques dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir, avec peut-être des risques de cancer, d'accord ? Il va falloir les contacter, voir ceux qui sont malades. Ça représente globalement au moins 2000 personnes qu'il va falloir contacter pour organiser les rendez-vous, organiser les examens. On a fait, je vous recommande de regarder le travail préliminaire qui a été présenté par Carole Eldin sur notre site. C'est probablement le plus large du monde. On a fait plus de PET scan, c'est-à-dire d'examens du fonctionnement cérébral et des atteintes métaboliques du corps entier que n'importe quelle équipe dans le monde. On commence à avoir des données qui sont très importantes. Il faut qu'on réfléchisse sur les prises en charge thérapeutiques. Il faut qu'on essaie d'analyser si un certain nombre de ces manifestations tardives ont été prévenues par les traitements, en particulier par l'hydroxychloroquine, parce que ça paraît être une tendance à éviter les post-Covid chez les gens qui ont été traités. Donc ça nécessite un énorme travail. Bien sûr, c'est Yolande qui va être encore une fois à la manœuvre pour nous aider. Cette femme doit être remerciée, félicitée, et non pas harcelée comme étant un dégât collatéral des irritations que je suscite en faisant mon travail. D'accord ? Moi, je suis robuste et je peux dire que je méprise la plupart des gens qui m'agressent. Tout le monde n'est pas comme moi. Donc, concentrer donc les tirs sur moi, ça m'amuse. Épargner les gens qui travaillent avec nous, qui n'arrêtent pas, qui donnent leur âme, leur temps, la plupart du temps, dans tous les cas, sans recevoir un sou supplémentaire. Les autres, ceux qui sont fonctionnaires et ceux qui sont bénévoles. C'est tout ce que nous avons ici. Personne ne gagne de l'argent. Alors maintenant, il faut les respecter, il faut bien les traiter, d'accord ? Et il faut reconnaître que la qualité de leur travail est exceptionnelle. Et c'est ces gens-là que la République devrait remercier. Merci beaucoup.